Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment s'adapter au changement climatique en production laitière et bovine. Mon nom est Annick Drouin, je suis agente de projet à la direction communication et vie syndicale ici à la maison de l'UPA. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec vous pour agir à titre d'animatrice, pour être là, pour vous aider en fait pour faire le lien entre vous à la maison et nos conférenciers invités par rapport aux différentes questions que vous aurez pendant la diffusion. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous donner les petites consignes générales. Donc, vous êtes en train de vous connecter. Si vous éprouvez de la difficulté avec la connexion ou pendant le webinaire, au bas de l'écran, vous avez une petite icône soutien technique. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller cliquer et il y a une équipe qui va vous aider à régler la situation pour essayer que vous ayez une meilleure connexion. Ensuite, aussi pendant le webinaire, nous aurons plutôt des périodes de questions déjà déterminées. Donc, pendant tout le webinaire, je vous invite à m'envoyer vos questions. Vous pouvez les rédiger. Vous voyez la petite plateforme commentaire à l'écran. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions en tout temps, mais on va simplement les poser lors des différents blocs qui sont réservés. Si on n'a pas le temps de faire le tour de vos questions, mais on va s'assurer de faire un suivi par la suite par courriel. J'aimerais aussi vous rappeler que le webinaire d'aujourd'hui s'est réalisé dans le cadre du projet AgriClimat. Donc, AgriClimat, c'est une initiative des producteurs agricoles qui, dans le but de mieux comprendre les changements climatiques et les impacts sur les productions, se sont organisés en fait pour trouver des façons de s'adapter. Donc, c'est coordonné par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, le CEDAC, et financé par le programme Action Climat Québec du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Alors aujourd'hui, le webinaire, ça s'adresse aux productions laitières et bovines. C'est important de noter qu'il existe des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à la ferme, par exemple par une gestion optimale des fumiers, par l'utilisation rationnelle des combustibles fossiles, par une fertilisation adaptée, une culture d'engrais verts. Mais aujourd'hui, nous, on s'intéresse aux impacts des changements climatiques sur les animaux et sur les façons d'adapter nos régies en conséquence. Alors aujourd'hui, le webinaire est divisé en 4 grands blocs où chacun de nos conférenciers va intervenir. Alors, vous pouvez le voir. Véronique, tu peux le montrer, merci. La météo versus le climat, le cas de l'été 2018, reconnaître le stress thermique des animaux, comment adapter les productions laitières et bovines, les impacts des conditions hivernales sur les bovins laitiers et de boucherie. Alors voilà, c'est le plan de la rencontre aujourd'hui. Alors j'ai assez parlé, je vais laisser la place à nos invités. En fait, premièrement, je vais merci à vous trois d'être ici. Merci de vous être déplacés, de participer à l'activité. Je vais vous demander de vous présenter pour que les gens puissent vous connaître puis s'identifier un peu plus à vous. Alors on va commencer. Merci beaucoup de l'invitation. Titre de représentant, producteur laitière, Ferme Roger Beauchemin et fils, on est une 7e génération de Beauchemin. Aspect un peu production laitière, 75 kg jour, on a environ à peu près 130 têtes avec une installation au niveau bâtiment. Puis au niveau, je suis agronome aussi au Club Yamassol depuis 20 ans. Fait qu'on a vraiment, là, j'ai somme direct, pratique culturelle, bande riveraine, l'agro-environnement, c'est très important chez nous. Autant bien-être animal que vraiment au niveau des terres. Fait qu'on essaie de jumeler les deux en tant que tel. Puis, vois-tu, on parlait de 75 kg jour au niveau des vaches laitières. Puis, au niveau des champs, on a presque 500 arbres de terre en propriété. Fait que rotation maïs, soya, céréales, il y a une partie pour vraiment la production laitière en tant que telle. Puis, je trouve ça intéressant aujourd'hui pour AgriClimat. Je fais partie du comité. Puis, je pense que les producteurs, autant au niveau grande culture, au niveau laitier, faut pouvoir s'adapter pour pouvoir avoir des changements et regarder qu'est-ce qu'on a à voir. Merci. Merci. On peut continuer? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Michel Alexandre de Saint-Roch-des-Aunais. Saint-Roch-des-Aunais, à côté de Lillette, MRC Chaudière-Appalaches. Moi, j'exploite une ferme familiale de 4e génération. Je suis producteur de veaux d'embouche de 750 livres qui sont envoyés dans les encans spécialisés. Je possède un troupeau de 50 vaches de boucherie croisées principalement Angus cimental. J'ai 2 taureaux. Je pratique aussi l'insémination pour produire mes femelles de remplacement. J'ai
Mes femelles, là, je les croise en charolais, en croisement terminal pour faire des bons veaux musclés. J'ai 80 hectares de terre, puis j'ai aussi un travail à l'extérieur. J'emploie quelqu'un dans les périodes de pointe l'été pour m'aider à faire les récoltes. Merci beaucoup. Véronique, je te laisse aller. Bien, merci Annick pour l'introduction. Comme Annick vous le disait, mon nom c'est Véronique Ouellette. Moi, je suis en train de terminer mon doctorat en sciences animales à l'Université Laval. Je travaille depuis plusieurs années sous la supervision d'Édith Charbonneau, que certains d'entre vous connaissent. J'ai eu un parcours d'études graduées assez varié. J'ai eu l'opportunité d'aller faire plusieurs stages à l'extérieur, entre autres à Berlin, puis également au Wisconsin, aux États-Unis. Moi, en fait, dans mon équipe de recherche, il y a certains membres qui travaillent vraiment sur les stratégies d'adaptation à implanter sur les fermes laitières du Québec au niveau des cultures. Et moi, de mon côté, je me spécialise plutôt au niveau des animaux. Donc, c'est pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui, pour vraiment pour venir vous parler du stress thermique, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour un peu se préparer au présent, mais aussi à l'avenir. Merci beaucoup. Donc, en tout temps, en fait, comme je disais tout à l'heure, quand vous avez des questions, vous pouvez directement les adresser à Yannick, Michel ou Véronique, ou tout simplement envoyer une question, puis la personne qui aura envie pourra répondre. Alors, Véronique, est-ce que tu pourrais, pour mettre la table sur le sujet, un peu nous expliquer ce qui s'est passé à l'été 2018, démystifier un peu la météo de l'été 2018 par rapport au changement climatique attendu? Ben oui, bien sûr. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour se dire qu'on a eu un été 2018 qui a été spectaculaire à plusieurs niveaux. Puis je pense que ça a donné beaucoup de fil à retordre à plusieurs producteurs. Puis ça a également fait jaser beaucoup de personnes partout au Québec. Si on regarde un peu globalement ce qui s'est passé, si on fait un bref retour pour mettre tout le monde dans le bain, en juin, ce qu'on a aperçu, c'est qu'on a aperçu des températures qui étaient très près des normales de saison. On a même eu certaines températures qui étaient fraîches. Donc, le mois de juin ne nous laissait vraiment pas présager ce qui allait se passer en juillet et en août. Si on se dirige plutôt vers ces mois-là, ce qu'on a pu voir, c'est des températures vraiment records, des températures qui n'avaient pas été observées depuis près d'un siècle. Bien sûr, on a observé également plusieurs épisodes de canicule un peu partout sur la région et ces températures élevées-là ont été couplées à des épisodes de précipitations beaucoup plus moindres, surtout sur le sud du Québec, ce qui a mené à des épisodes de sécheresse allant de normal à extrême. Dans le cas de l'extrême, je fais bien sûr référence à ce qui a été vu en Montérégie, puis également dans le Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, dans cette région-là, ça fait déjà 2 étés de suite qu'on peut voir des épisodes de sécheresse assez importants. Puis un peu au contraire, ce qu'on a pu observer en Estrie puis en Outaouais pendant les mois de juillet, c'était plutôt des précipitations qui étaient abondantes, qui ont plutôt mené à des inondations, qui est un événement vraiment différent de la sécheresse, mais qui peut aussi amener son lot de problèmes. Maintenant, on peut se questionner un peu à se poser la question si l'été 2018, c'est un résultat des changements climatiques ou c'est plutôt un résultat de la météo qui est changeante. Pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut être capable de différencier les deux termes. Donc, quand on parle de météo, on fait vraiment référence à ce qui se passe à court terme. Tout ce qui est des changements très brusques qu'on peut observer. Par exemple, moi, hier, à Québec, il a neigé, puis ça, c'est vraiment un événement qui est lié à la météo. Tout comme les inondations dont je vous parlais en Estrie puis en Outaouais, ça, c'est vraiment des événements qui sont liés à la météo. Quand on parle de changement climatique, on va vraiment parler des tendances à long terme, des changements qui sont influencés par plusieurs grands cycles. Donc, finalement, tout ce qui est en lien avec les changements climatiques, c'est une accumulation des données de météo qu'on va observer sur plusieurs années et même sur plusieurs décennies. Donc, si on en revient à notre question à savoir est-ce que l'été 2018, c'est un événement de météo ou de changement climatique, bien, on peut plutôt faire référence à ce moment-ci à la variabilité du climat au niveau de la météo. Toutefois, ce qu'on se rend compte en regardant les données, c'est que l'été 2018, bien que c'était une anomalie, ça va être représentatif des étés qu'on va avoir dans le futur pour les années de 2035 à 2060. Ce qui va changer au niveau de la région dans laquelle on se trouve. Ça va changer également au niveau des conditions qu'on a observées pour l'été 2018. Et bien sûr, ça va changer au niveau de l'incertitude qu'on a par rapport à l'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Je vous montre à l'écran un exemple un peu plus concret de ce qu'on a pu voir à l'été 2018, puis comment ça peut se situer par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, puis comment ça va se situer dans le futur. Alors, on peut voir avec les points sur votre écran, les points qui sont vides, les moyennes de température qui ont été enregistrées pour le centre du Québec pour une période s'échelonnant de 1981 à 2010. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fil des années, on peut voir que les conditions météorologiques étaient très changeantes. Il y a une variabilité entre les années. Si on regarde ce qui s'est passé en 2018 à Nicolet, ce qu'on peut voir, c'est que l'été 2018 s'est vraiment démarqué par rapport à notre période de référence passée. Puis, on peut également voir que c'est un été qui va être typique pour les années de 2035 à 2045. Encore une fois, ça va dépendre de l'évolution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à savoir si on continue sur une croissance exponentielle ou si plutôt on va vivre une stabilité, ce qui est encore incertain et très dur à prédire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été 2018, c'était oui une anomalie, mais ça va bientôt devenir la norme dans un futur assez rapproché. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, en fait, comment ça s'est passé pour vous cet été? Comment ça a été les répercussions sur vos animaux? Qu'est-ce que vous avez observé? Moi, je vous dirais, d'après moi, le centre du Québec, c'est là où il fait le plus chaud par rapport à nos observations. C'est sûr qu'au niveau expérience, au niveau des animaux, on a vraiment rarement vu ça chaud comme ça. Souvent, on a des épisodes sur 3-4 jours, mais quand ça dépasse au-delà d'une semaine, 15 jours, c'est là qu'on voit la chaleur entre les bâtiments et les animaux sont moins confortables. Puis c'est sûr que dans une production laitière, où on a un quota quotidien, on a une production qui veut être égale tous les jours, faut faire ces observations-là. Puis c'est sûr, la première observation qu'on voit, c'est l'alimentation. On alimente les animaux 3 fois par jour pour avoir moins de chauffement au niveau des ensilages, parce que c'est une période qu'on ensile au niveau de la récolte, première, deuxième, troisième coupe, au 30-35 jours. Fait qu'on a la fermentation qui est là-dedans, fait qu'il peut y avoir du surchauffage au niveau des vaches. Fait que à ce moment-là, il faut en donner un peu à la fois. Mais cet été, c'est sûr qu'avec les chaleurs-là, les vaches, on voit que la consommation diminuait. Fait qu'il fallait partager un peu et tirer les repas en tant que tels pour essayer de préserver un peu la production laitière. Là-dedans aussi, pour essayer de rafraîchir les animaux, mais l'abreuvement, souvent, les animaux, quand ils ont chaud, mais c'est un peu comme les humains, c'est comme ils jouent dans l'eau un peu. Fait que ça aidait pas à notre consommation d'ensilage parce qu'on met une quantité d'eau de 2 kg par ration, puis ils nous en mettaient un peut-être gratuit, puis que finalement, il fallait pas. Mais c'est sûr que fallait vraiment pas qu'il manque d'eau à ce moment-là. Puis les animaux, au niveau de production laitière, je pense qu'il faut vraiment que l'eau soit toujours fidèle au poste, comme on dit, pour qu'il puisse s'alimenter. On a vu production, comme je vous disais tantôt, la production, oui, a diminué de quelques pourcentages. On a observé de 3 à 5 là, par rapport aux autres années, dû à la consommation, évidemment. Puis, par le fait même, souvent, dans les étés qui sont chauds aussi, par l'expérience, c'est sûr que souvent, le taux de gras peut diminuer aussi. On a cette observation-là aussi, quand on a fait les ensilages, les fermentations ne sont pas toutes faites. Les vaches, ils mangent un peu des aliments non fermentés, fait que ça a une incidence sur la composition aussi. Taux de gras qu'on disait, puis taux de protéines, évidemment. C'est la vache, ça produit lait et composantes. Fait que, puis ça, sans noter que quand les vaches ont un confort, mais là, on parle qu'ils mangent un petit peu moins, mais là, il faut parler aussi de reproduction. Que reproduction, c'est sûr que quand il fait chaud de même, ça leur tentait pas de se reproduire, finalement. Puis nous autres, mais on met les efforts. Puis souvent, qu'est-ce qu'on voit comme producteur? Faut être à l'affût un peu de ça, c'est que les signes sont moins évidents. Mais souvent, les répercussions d'une chaleur comme ça, qu'on a eu juillet puis août, c'est vraiment par après. On voit par après là, que les mois subséquents à ces épisodes-là, c'est plus dur. Les vaches ont moins des beaux cycles. Fait qu'il faut être vraiment aux aguets pour contrôler notre régie, puis peut-être faire des visites préventives un petit peu plus courtes pour avoir le contrôle du troupeau en tant que tel. Okay. Fait que c'est ça, à la ferme, moi, il fallait être vraiment aux aguets de tout ça, là, pour point de vue observation. Au niveau des cellules somatiques, as-tu également observé des changements? Cellules somatiques, c'est sûr qu'avec ces chaleurs-là, on essayait de tenir la litière toujours le plus sec possible. C'est sûr que les vaches, des fois, sont un petit peu plus humides en tant que telles. Puis c'est sûr que j'ai eu une incidence quand même un peu... normalement, on se tient à la ferme Rocher-Beauchemin entre 75 et 125 000 cellules somatiques, très très bien. Cette année, on a monté peut-être au-delà de 200 000 à 250, qui est encore super bien. Mais... qui reflète un peu l'été 2018. Là. Puis là, on parle des vaches, mais nous autres, aussi, on a eu chaud là, pendant faire le train aussi. On n'en parle pas, là, mais
Ça a été vraiment, vraiment chaud. Puis on va le voir tantôt comment je me suis adapté. Mais on a une ventilation tunnel à la ferme, mais je dirais des points morts où souvent des années qu'on trouvait qu'on n'avait comme pas. Mais cette année, on a vu que... Puis les points morts, on les voit, c'est les mouches s'implantent là, puis ils savent où se placer, où est-ce que la ventilation est moins efficace. Mais on peut s'apercevoir si on a des faiblesses au niveau du système, qu'on peut regarder puis essayer de corriger à ce moment-là. Puis de ton côté, Michel? Moi, c'est sûr que de mon côté, moi, je pratique à la ferme du pâturage intensif. Moi, j'ai remarqué que les vaches, ils mangent plus soit le matin de bonne heure ou plus tard le soir quand il fait plus frais. Dans le jour, quand il fait bien chaud, ils cherchent de l'ombre, ils cherchent à se coucher à l'ombre, ils mangent moins, ils sont plus amorphes, puis ils boivent plus aussi. C'est ce que j'ai remarqué le plus chez nous. Là. OK. Puis Véronique, est-ce que tu as des points que tu pourrais apporter par rapport à ce qu'on peut observer, en fait? Ben oui, bien sûr, mais premièrement, je dois dire que Yannick et Michel sont vraiment bien à l'affût des différents signes qui peuvent être liés à la chaleur. Donc, je pense que vous faites une super bonne observation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du stress thermique, il y a des signes qui vont être invisibles, puis il y a certains signes, comme vous avez fait l'état, qui sont très visibles puis très typiques d'un stress thermique. Premièrement, côté signes invisibles, c'est sûr qu'on peut s'attendre à une augmentation de la température corporelle de l'animal qu'on pourrait voir si on mesurait, par exemple, la température rectale. Ça serait vraiment le premier signe qu'on peut voir dans une condition de stress thermique. Ensuite, comme Michel et Yannick l'ont mentionné, ce qu'on va voir vraiment, c'est une diminution de la consommation volontaire de matière sèche. L'animal, par ça, va essayer de réduire la chaleur qu'il produit. C'est donc vraiment une stratégie d'adaptation qui est faite au niveau de l'animal. Souvent également, cette diminution de consommation-là va s'accompagner par un taux de respiration qui va être plus élevé. Encore une fois, dans un but de dissiper plus de chaleur, la vache va accélérer sa respiration. On va aussi voir en lien avec ça un animal qui va moins ruminer qu'à l'habitude aussi. On peut voir également certains changements au niveau du comportement. Michel disait que lui remarqué que les animaux restaient plus couchés. Je pense que les animaux, effectivement, à l'ombre, s'ils se trouvent un endroit agréable, vont rester plus couchés pendant les périodes chaudes de la journée. Parfois, dans le côté laitier, en stabulation libre, on va plutôt voir le contraire. On va voir que les animaux vont rester debout plus longtemps, encore une fois, pour maximiser les échanges de chaleur avec leur environnement. Un autre phénomène aussi qu'on peut observer au pâturage ou à l'intérieur, dans le cas d'une stabulation libre, ça va être le phénomène de regroupement. Donc, si plusieurs animaux souffrent de stress thermique en même temps, puisque la vache est un animal qui est grégaire, elle va vraiment chercher à se regrouper, puis ce qui n'est pas vraiment bien en fait, parce que ça va limiter les échanges de chaleur. Puis vous allez voir que vraiment, les animaux vont chercher à se regrouper à un endroit plus sombre de l'étable, parce que la vache va vraiment associer normalement les endroits sombres à la fraîcheur, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on voit des animaux vraiment se regrouper, vivre le stress ensemble, bien, ça peut être aussi annonciateur d'un stress thermique. Puis, on peut voir également l'incidence de certaines maladies augmenter dans le troupeau en stress thermique, puisque le stress thermique va avoir une influence sur le système immunitaire. Donc, Yannick, lui, de son côté, avait observé une augmentation des cellules somatiques, ce qui est normal également en période de forte chaleur. Donc, juste pour récapituler, je pense que le premier signe qui va être facilement observable, c'est vraiment la diminution de consommation de matière sèche. Puis ensuite, ça va être vraiment le changement de comportement selon sa situation, qui peut être un animal qui va passer plus de temps couché ou plus de temps debout selon le logement dans lequel il est. Puis, bien sûr, finalement, tous ces changements-là vont se répercuter sur les performances comme Yannick l'a mentionné, puis c'est vraiment là que réside le grand défi d'adapter nos productions pour le stress thermique. Merci. Je vous rappelle à la maison que vous pouvez nous envoyer vos questions en tout temps. Donc, on va y répondre tout à l'heure. On va faire un autre bloc, puis on va survoler vos questions par la suite. Donc, on a vu les impacts, en fait, de la chaleur sur les animaux. Maintenant, comment on peut s'adapter aux conditions chaudes? Qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour réduire le stress des animaux envers la chaleur? Donc, Yannick, tu en parlais tout à l'heure, la ventilation. Si je peux me permettre, avant d'aller un peu plus loin, je pense que c'est important de bien définir c'est quoi un stress thermique pour que tout le monde comprenne bien. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image de thermographie infrarouge d'une vache.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un animal, à la base, surtout une vache, va produire énormément de chaleur. Vous pouvez voir d'ailleurs les points de chaleur de la vache qui se situent principalement au niveau du rumen. Il y a plusieurs choses qui se passent au niveau du rumen qui va dégager de la chaleur. Je fais référence, entre autres, aux contractions, à la digestion. Puis, il y a aussi d'autres processus comme la mastication, la rumination, la lactation, la croissance. Tous ces processus-là, qui sont tout à fait normaux, vont créer de la chaleur. Quand la vache est dans des conditions gagnantes pour elle, donc dans des températures assez agréables, la vache va être capable d'envoyer, si elle a besoin, cette chaleur-là assez efficacement dans l'environnement. Ce qui est important, c'est que pour faire ça, la vache a 4 grands mécanismes pour le faire, puis ces mécanismes-là dépendent soit d'une différence de température et d'une différence d'humidité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus que la température augmente, moins la vache est efficace à dissiper sa chaleur, puis c'est aussi observé au niveau de l'humidité. Donc, plus l'humidité dans votre étable ou à l'extérieur augmente, moins la vache est efficace, puis c'est à ce moment-là que la chaleur peut s'accumuler, puis qu'on va voir une augmentation de la température corporelle de la vache, et c'est ça qui va mener ultimement à un stress thermique. Et ce stress-là va emmener une cascade d'événements chez la vache qui va être observable, comme on vient de parler, mais qui va aussi être plutôt d'ordre métabolique et hormonaux, puis qui va mener aux fameux impacts qu'on a sur les performances. D'ailleurs, au niveau des conditions qui peuvent mener à un stress thermique, comme je vous disais, autant la température que l'humidité a un impact sur la vache. Donc, quand on regarde les conditions qui sont favorables à un stress thermique, il faut vraiment prendre en considération ces 2 paramètres-là. Pour se faciliter la tâche un peu, il y a un indice qui a été développé au fil du temps qui permet de combiner puis de prendre en considération l'action de la température et de l'humidité sur l'animal. Puis c'est un indice qu'on appelle tout simplement l'indice de température et d'humidité ou ITH. Donc, cet indice-là est fortement utilisé dans la littérature, puis ce qu'on voit de plus en plus dans les différentes études, c'est qu'un seuil de 65 permet vraiment de commencer à avoir des impacts sur les animaux. Un seuil de 65, c'est pas très parlant pour nous, pour le grand public. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce seuil-là peut être atteint avec une grande gamme de température et d'humidité. Par exemple, si on regarde un peu plus concrètement, une température de 18,5 degrés Celsius, qui n'est pas très élevée, mais qui va être couplée à une humidité supérieure à 40 %, peut permettre d'atteindre un ITH de 65. Donc, c'est quand même facile à atteindre, que ce soit au niveau du pâturage ou au niveau des étables pendant l'été. Ici, je tenais à vous présenter le nombre de journées avec un ITH de 65 qu'on peut observer dans les différentes régions agricoles, en tout cas dans certaines régions agricoles du Québec. En orange, ce que vous avez, en fait, c'est les projections futures, donc le nombre de jours qui sont susceptibles de provoquer un stress thermique dans le futur, qu'on compare avec les bandes en vert qui sont notre période de référence qui était de 1981 à 2010. Ce qui est important de voir, c'est que dans le futur, on s'attend à une augmentation de journées avec un ITH plus grand que 65, donc qui est susceptible de causer un stress thermique chez la vache. Puis on peut voir des augmentations qui vont varier en importance selon la région. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait qu'actuellement, que ce soit pour notre période de référence de 1980 à 2010, on compte déjà des journées qui sont susceptibles de causer un stress thermique, et ça dans pas mal toutes les régions, du moins au sud de la province. Donc, il y a vraiment une possibilité d'aller s'adapter pour le stress thermique. C'est important d'aller s'adapter au stress thermique parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'impact sur les performances. Il y a donc vraiment un manque à aller gagner pendant l'été. Ici, je vous présente rapidement des données que j'ai compilées dans le cadre d'une banque de données qui m'a été fournie par Valacta, où j'ai étudié plus de 600 000 contrôles laitiers de vaches. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau du stress thermique, la plupart des études jusqu'à maintenant ont été effectuées au Texas, en Floride ou en Italie, qui sont des climats qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on peut voir normalement au Québec. Donc, moi, dans mon cas, je trouvais que c'était important d'avoir des données qui sont vraiment adaptées au contexte québécois. Alors ici, je vous présente la production laitière selon différents grades de stress thermique. Donc, en bleu, on avait des vaches qui n'étaient pas soumises à aucune journée qui était susceptible de provoquer un stress thermique.
En rouge un peu plus vif, on avait des vaches qui avaient subi de 3 à 4 jours avec un stress thermique. Et en Bourgogne plus foncé, on avait des vaches qui avaient subi de 7 à 8 jours avec un stress thermique. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que plus on a des journées qui sont susceptibles de provoquer un stress thermique, donc des journées qui ont une ITH supérieure à 65, on peut voir vraiment une baisse de la production laitière de nos animaux. Aussi, quand on regarde les composantes, c'est également vrai, puis l'effet est encore plus grand sur les composantes. Donc, quand on s'intéresse à la matière grasse, on peut voir encore des plus grandes diminutions en lien avec le stress thermique. Puis, comme Yannick nous le mentionnait, c'est aussi vrai pour les protéines. Donc, encore une fois, je veux réitérer le fait que c'est important de bien s'adapter actuellement au stress thermique, puis aussi de le prendre pour une perspective future, puisque les journées avec un stress thermique vont augmenter avec le temps. Merci, c'est quand même un bon bout que je t'avais enlevé, hein? C'est un bon bout d'information. On continue, en fait, justement, les actions essentielles qu'on peut faire pour s'adapter aux conditions chaudes. Yannick? Oui. Ventilation? Nous autres, la ventilation est tunnel, comme on disait, puis comme Véronique disait, souvent on a comme, c'est tout le temps l'alimentation qui fait que c'est notre première observation qu'on fait, puis la ration est tout le temps à 100% normalement, puis on était rendu à peu près 94-95%. Tu as 5% que les vaches mangent moins, puis finalement, c'est un peu le pourcentage de lait que tu fais un peu moins. Puis tu vois les vaches un petit peu, tu vois qu'ils sont affectés un peu. Fait que nous autres, la ventilation tunnel, elle va super bien, mais il y avait des points morts un peu, puis on regardait les animaux, voir comment ils avaient, puis on s'est mis à arroser les vaches. Au début, on les a arrosés beaucoup trop. On les arrosait sur la zone, il y a un peu de stress au niveau là, de la croupe en haut, mais pas la tête. Là, on faisait quand même un bon job avec une hausse à l'eau. C'est vraiment rudimentaire, mais ça a fait un bel effet. Mais au départ, c'était peut-être un peu trop d'eau. Fait qu'on a diminué l'eau à mesure, mais on arrosait 2 à 3 fois par jour. Puis là, on a vu que les vaches étaient beaucoup mieux, puis sans toutefois avoir un litière qui est mouillé ou essuyé. Fait qu'à ce moment-là, mais ça l'a comme vraiment, je dirais, on a fait ça peut-être 4 ou 5 jours durant une semaine assez intense. C'est sûr que ça demandait d'être là au niveau de la main-d'œuvre, mais on voyait que les vaches étaient plus confortables. Surtout les fraîches vêlées. Les fraîches vêlées, ils ont eu un vêlage du moment de chaleur, fait que on veut qu'ils partent bien en lait, qu'ils pointent un bon 60 jours au niveau du lait, puis on voyait que c'était plus difficile dans ce cas-là. Fait qu'on a, ça a été un beau moyen pour pouvoir s'adapter. Par contre, c'est sûr qu'à l'avenir, si on voit que les tendances sont comme ça au niveau du climat, c'est sûr que là, il va falloir peut-être mettre des gicleurs ou peut-être tout simplement où est-ce que nos entrées d'air à baisser l'air chaud qui rentre dans l'étable. Mais c'est vraiment, on brassait l'air. La ventilation tunnel, il faut comprendre que l'air a un CFM qui est quand même assez élevé. Normalement, qui réussit assez bien. Mais là, quand je vous dis, quand 7, 10, 15 jours de chaleur intense, à un moment donné, la chaleur est prise dans les bâtiments, puis c'est plus difficile. On n'a pas rajouté de ventilateur en tant que tel. On est quand même assez bien. Côté pouponnière, les veaux n'avaient pas trop chaud non plus. Puis c'était vraiment de regarder, voir comment les vaches, la consommation allait. C'est sûr qu'en arrosant, on n'a pas augmenté la consommation, mais je pense que peut-être que par après, quand les chaleurs ont disparu, les vaches ont peut-être moins souffert ou le point de stress a peut-être été moins haut. Puis à ce moment-là, je pense que quand les chaleurs sont estompées fin août, début septembre, je pense que les vaches ont peut-être pris un peu plus de la reproduction. En tout cas, je vais essayer de me dire que j'ai pas fait ça pour rien, au contraire. C'est peut-être de pouvoir s'adapter. Abreuvement, c'est sûr que nous autres, on est équipés, on est chanceux d'avoir l'aqueduc chez nous. On a quand même un bon débit, mais pour faire une quinzaine d'années qu'on a mis une citerne de 735 gallons pour justement soutenir l'eau adéquatement. Puis ça a eu une incidence. Quand les vaches se mettent le nez, le museau dans la buvette, mais il faut que l'eau soit présente pour que justement la production laitière. Puis là, elle était présente pour se rafraîchir, boire, jouer avec. Fait que c'est sûr qu'en avant, on avait une gestion d'alimentation à faire parce que l'eau était disponible. Mais je pense que ça leur a fait du bien. Les compositions de l'alimentation, comme on disait tantôt, par rapport aux gras protéines, c'est sûr qu'on ne pouvait pas y rien faire. Mais il existe certains produits qu'on peut mettre des ensilages pour que la fermentation se fasse plus vite. Fait que nous autres, quand on ensile les derniers voyages d'ensilage, on met de l'acide propionique. Ça a une petite incidence quand même cette année, mais c'est sûr qu'une chaleur comme cette année, les ensilages ont tendance à surchauffer. Fait que peut-être, normalement, nous autres, c'est le RTM qui est un petit peu moins gros. Pour alimenter 65-70 vaches, on a à peu près 1,2 tonne par batch. Fait qu'on s'arrange pour mettre la bonne quantité d'eau, puis on peut à ce moment-là
durant l'été, peut-être rallonger les repas. On en a un le matin, l'avant-midi, puis le soir, pour justement qu'ils puissent manger en tant que tel. Là. Puis les quantités de voir, les observations là, qu'on fait à la ferme aussi, là, c'est ce qu'on a vu. Véronique, je pense que tu as des éléments apportés par rapport au bâtiment, puis même d'autres. Oui, oui, effectivement. Puis avant ça, moi, j'avais quelques petites questions pour toi, Yannick. Est-ce que tu vises à changer un peu l'emplacement de tes animaux selon tes groupes à risque au stress thermique? Est-ce que tu penses un peu à ça quand tu places ton monde ou pas nécessairement? C'est sûr que les vaches taries en transition et en vélage sont en sablation libre. Fait qu'ils ont beaucoup un volume d'air plus élevé, fait qu'ils ont moins chaud, mais la ventilation tunnel, elle a moins d'effet aussi, parce que le vent, vu que tu as plus d'air, l'air voyage moins bien. Mais là, on trouve le phénomène de se regrouper. C'est un peu bizarre de dire ça, mais finalement, vous avez chaud, mais vous vous mettez ensemble. Fait que c'était un peu le phénomène qu'on a vu, mais les vélages en sablation libre sur litière de pied de mosque qu'on a à la ferme, je pense ça a mieux été au niveau des vélages, moins de surveillance, ça a quand même bien vélé. On a des tendances à avoir des vélages quand même assez réguliers au niveau des mois pour faire la planification de lait. Fait que avoir su, on n'aurait pas mis de vélage juin-juillet, mais non, normalement, on prévoit avoir des vélages pour faire du lait aussi. Fait que, mais je vous dirais l'emplacement, oui, ça a un effet. Puis nous autres, la petite partie de côté qu'on a avec les tares, là, au niveau de sablation libre, je pense que les vaches taries, puis les vaches qui ont parti en lait dans ces périodes-là, avec cet emplacement-là, c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup. Je te dirais, on voyait beaucoup moins le phénomène. On n'a pas arrosé les animaux en sablation libre. Ils jouaient, c'est vrai qu'ils jouaient un peu dans l'eau aussi, mais il y avait plus de volume d'air, puis ça allait bien comme ça. Parfait. Bien, en tout cas, moi, je trouve que tu as d'excellentes stratégies d'adaptation chez toi. Tu as commencé par parler par ta ventilation, puis je pense que c'est pas pour rien. La ventilation en période de stress thermique, en période de chaleur, c'est notre plus grand allié. Puis je crois qu'il faut porter vraiment une attention particulière à ce qui se passe au niveau, entre autres, du mouvement de l'air. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites au Wisconsin qui ont déterminé qu'on va vraiment aller chercher une vitesse d'air dans l'étable de 1,5 à 2,0 mètres par seconde, ce qui est souvent ce qu'on observe dans les fermes au Québec. Toutefois, il faut prendre quand même en considération que ce débit, ce mouvement d'air-là ne sera pas constant dans toute l'étape. Comme toi, par exemple, Yannick, tu as une ventilation tunnel, donc quand l'air va frapper tes premières vaches, c'est sûr qu'ils vont recevoir un plus grand courant d'air que tes vaches qui sont un peu plus loin dans l'allée. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. On va aussi parler beaucoup de changements d'air. Quand on est en été, on va viser de 40 à 60 changements d'air. On veut vraiment être capable d'évacuer l'excellente chaleur et l'excellente humidité qui va être dans l'étable, puis aussi d'aller vraiment bien sûr, évacuer les gaz et les odeurs du même coup. Puis on va revenir un petit peu à la ventilation un peu plus tard. Tu as beaucoup parlé d'abreuvement aussi. L'abreuvement en période de stress thermique, c'est la clé. Les besoins en eau vont augmenter en période de stress thermique. C'est sûr que les animaux vont beaucoup plus transpirer. Il faut vraiment aller pallier à ces besoins en eau-là en s'assurant que la quantité en eau est jamais limitante puis qu'elle est disponible. Un animal ne devrait jamais avoir à attendre que l'eau coule, donc il faut vraiment que l'eau soit disponible. Puis il faut bien sûr porter une attention particulière à la propreté des abreuvoirs. Il faut vraiment aller nettoyer souvent pour être sûr d'aller stimuler la consommation d'eau chez la vache. Puis bien sûr d'assurer que toutes les vaches sur ton stabulation libre aient accès à l'abreuvoir puis que ce ne soit pas seulement les vaches dominantes qui puissent y aller. Bien sûr, les mêmes règles, qu'on ce soit en stress thermique ou pas en stress thermique, sont encore à considérer. Donc, un animal qui vient de se faire traire, c'est surtout à ce moment-là qu'il va avoir soif. La demande en eau va être encore plus importante, puis ça, c'est encore plus vrai en période de stress thermique. Donc, encore une fois, c'est de s'assurer que l'eau soit de bonne qualité et tout le temps disponible à un débit qui va être apprécié par l'animal. Tu as aussi également parlé d'alimentation. Donc, on en parle depuis le début du webinaire. Un des effets du stress thermique qu'on va voir, c'est cette diminution de consommation de matières sèches qu'on a observée en bovin de boucherie puis également en bovin laitier. Donc, on va être porté pendant l'été à aller essayer d'augmenter la densité énergétique de la ration puisqu'il y a une diminution de la consommation de celle-ci. Il y a différentes stratégies pour y parvenir. Certaines personnes vont être portées à aller vraiment augmenter le nombre de concentrés, de diminuer le nombre de fibres.
Ça pourrait être une bonne idée. Toutefois, ce qu'il faut savoir, je vais vous le rappeler, les animaux en stress thermique sont également des animaux qui ruminent moins. Ils sont donc plus susceptibles aux acidoses. Alors, il faut être quand même il faut faire attention lorsqu'on augmente les concentrés. Une idée qui pourrait être faite pour augmenter la densité énergétique, puisqu'on voit de plus en plus dans les études, ça va être plutôt de passer par le gras, qui a la plus grande densité énergétique et qui ne produit pas de chaleur chez l'animal. Toutefois, pour garder une bonne santé ruminale, il ne faut pas l'inclure trop non plus. Aussi, il y a beaucoup de pratiques qu'on peut mettre en place au niveau de l'alimentation pour aller stimuler la consommation des vaches. On peut penser, entre autres, plusieurs personnes le font, d'aller repousser plusieurs fois par jour la ration, puis vraiment de miser là-dessus, entre autres en période de stress thermique. On va également beaucoup miser sur la qualité des aliments. Yannick, tu le mentionnais, tu veux vraiment éviter le chauffage de tes ensilages, donc de ne pas préparer ces mélanges trop d'avance non plus. Puis, Michel, c'est toi qui me mentionnais que les animaux vont plus aller consommer également dans les périodes les plus fraîches, donc de peut-être vraiment aller miser sur faire les traits un petit peu plus tôt le matin et un petit peu plus tard le soir pour vraiment aller stimuler la consommation des animaux. Il y a aussi différents besoins en minéraux qui vont changer chez l'animal en période de stress thermique. Les animaux suent beaucoup, donc on va avoir besoin de remplacer le potassium puis le sodium qui vont être perdus dans la transpiration. On va donc se fier à la ration pour faire ça en allant augmenter les besoins de ces minéraux-là, puis aussi beaucoup de miser sur les oligo-éléments, donc tous les oligo-éléments qui peuvent avoir un effet sur le système immunitaire pour aider la vache à aller combattre ce stress-là. Je pense entre autres, par exemple, au sélénium, qui a un rôle très important en période de stress thermique. Donc, s'assurer d'avoir une bonne ventilation, de vraiment aller stimuler l'abreuvement de nos animaux, puis aller stimuler leur alimentation, va nous permettre d'essayer de maintenir nos performances pendant les grandes périodes de chaleur. Je vous disais qu'on allait un peu revenir sur la ventilation. Je vous disais que le mouvement d'air n'est pas constant dans une étable. Dès que l'air va frapper un obstacle, que ce soit une vache, que ce soit un panneau, que ce soit un robot de traite, l'air va perdre de sa vitesse, puis donc de son potentiel de rafraîchir les animaux. Ce qu'on voit de plus en plus dans les étables, ça va être d'aller chercher un système de ventilation d'appoint, donc des ventilateurs de recirculation, comme on voit de plus en plus. Il faut vraiment comprendre que ces ventilateurs-là ne font pas partie de notre système de ventilation, mais plutôt de recirculation d'air. Donc, on va repousser l'air qui existe déjà dans l'étable sur nos animaux pour vraiment aller promouvoir leur perte de chaleur. Il y a deux grands types de ventilateurs qu'on voit. On voit les ventilateurs qui sont lents à grand volume. On les appelle les big gas fans. C'est des ventilateurs qui sont très performants. Toutefois, il faut faire attention de où ils vont être positionnés dans l'étable. Il faut vraiment s'assurer que l'air va se rendre aux animaux lorsque ceux-ci vont être en train de s'alimenter et lorsque ceux-ci vont être aussi en train de se reposer plus dans les aires de repos, comme on peut voir à l'écran d'ailleurs. Il y a un autre type de ventilateurs qui sont plutôt rapides, donc ils vont tourner plus vite, mais ils vont déplacer un plus petit volume d'air. Donc, ça va nécessiter dans les étapes qu'on en place plus. La règle de Pouce à ce niveau-là, c'est d'espacer les ventilateurs à 10 fois leur diamètre. Et l'angle dans lequel on va les mettre vont être vraiment importants puisqu'on veut vraiment que l'air se rende aux animaux. Normalement, on va s'arranger pour que le ventilateur soit incliné pour que l'air arrive en dessous de son ventilateur, du prochain ventilateur dans l'allée. Encore une fois, on veut que les animaux profitent de ce mouvement d'air-là lorsqu'ils sont en train de s'alimenter, mais également lorsqu'ils sont en train de se reposer dans leur stall. Il y a d'autres systèmes également qui sont disponibles pour aller rafraîchir soit l'environnement de l'animal ou d'aller rafraîchir l'animal lui-même. Dans ton cas, Yannick, toi, tu as décidé d'aller vraiment asperger, de faire une aspersion sur tes animaux, ce qui est une très bonne idée. Ce qu'il faut faire attention à ce niveau-là, c'est de vraiment bien mouiller l'animal. On ne veut pas que ça soit juste des petites gouttelettes qui soient dessus parce que ce que ça va faire à ce moment-là, c'est que ça va créer une couche d'isolation. Donc, on va réchauffer l'animal. Normalement, quand on fait une aspersion, ce qu'on va chercher à faire pour vraiment augmenter les pertes de chaleur, c'est qu'ensuite, on va envoyer un courant d'air sur l'animal, puis c'est vraiment ça qui va créer le phénomène de refroidissement. Comme Yannick le mentionnait aussi, on va éviter d'aller asperger tout ce qui est le visage de l'animal, puis aussi on ne veut pas qu'il y ait aucune perte au niveau du pis, on ne veut pas voir des grandes gouttelettes couler, puis aller souiller le pis finalement.
Un autre système qui est de plus en plus populaire, puis qu'on entend souvent parler, c'est les brumisateurs. Les brumisateurs, eux, vont pas aller directement refroidir les animaux, ils vont plutôt refroidir tout l'environnement qui est autour de l'animal. Donc, on va avoir un dispositif qui va lancer une petite bruine d'eau, puis ensuite, on va avoir des ventilateurs qui vont aller sécher, qui vont faire évaporer cette eau-là, puis c'est ça qui va refroidir tout l'environnement de l'animal. Ce qu'il faut faire attention, c'est que bien qu'on diminue la température, on va toutefois augmenter l'humidité. Alors, pour avoir un système de brumisation qui est efficace, il faut déjà avoir un système de ventilation qui permet d'évacuer l'humidité. Donc, il faut quand même faire attention dans les brumisateurs. Michel, de ton côté, les actions à faire pour ta production, que tu penses? Oui, bien, moi, suite à ce que j'ai observé, bien, les animaux, ils cherchent de l'ombre. Ça fait que les journées vraiment de canicule, c'est d'être capable d'adapter. Ben, moi, je fais dans ma régie de pâturage intensif en rotation, puis c'est d'adapter ma régie pour avoir accès à des parcelles qui ont de l'ombrage les journées les plus chaudes. Puis être capable, ce qu'on parlait, c'était évidemment, c'est l'eau, nous autres, c'est aussi important. Là. Ça fait qu'il y a avoir des abreuvoirs, des bacs à l'eau avec des valves à grand débit pour vraiment que les animaux ne souffrent pas d'un manque d'eau. Là. C'est le primordial. Là. Puis être capable, moi, je suis capable de déplacer mes bacs. Ça fait que je suis capable de déplacer mes bacs un peu plus proches des sites qui vont se mettre à l'ombre, puis au besoin, là, les remettre dans le milieu de la parcelle. Puis il y a aussi faire attention à phénomène de troupeau quand ils vont boire, là. Centraliser le plus possible les abreuvoirs pour qu'ils aillent boire genre un à la fois là, et non pas en troupeau, puis que les moins dominants, ils manquent d'eau. Là. Ça, c'est important à observer puis à faire attention à ça. Moi aussi, raccourcir la durée de mes rotations pour éviter qu'il y ait du surbroutage. Au niveau de la plante, c'est important en période de chaleur puis de sécheresse. Puis il y a aussi le fait que les animaux vont avoir toujours de quoi de meilleur à manger, étant donné qu'ils mangent moins, bien, ils vont avoir plus de qualité. Ça fait qu'on peut se reprendre de ce côté-là, nous autres, au pâturage. Puis, toujours un petit peu plus simple en production bovine, là, c'est les principales observations, là, puis les principales actions à poser que j'ai fait chez nous. Là. Puis, au niveau de tes zones d'ombre, Michel, toi, c'est vraiment que tu as des espaces boisés Oui. à tes pâturages? Oui, bien, j'ai plusieurs. Moi, j'ai des parcelles de boisés. Puis j'en ai plusieurs qui sont adjacentes à plusieurs parcelles de pâturage. Donc, j'essaie, comme je disais, d'adapter les journées les plus chaudes, être capable de déplacer les animaux facilement pour qu'ils aient accès à ces parcelles-là, puis qu'ils aient accès à de l'ombre puis du boisé, là, les journées les plus chaudes. Là, puis je pense qu'ils l'apprécient beaucoup. Puis il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de genre de brise-vent naturel entre mes champs, là, puis ça c'est bien pratique aussi. Ça sert plus que brise-vent, ça sert comme de l'ombrage aussi. Les animaux, ils apprécient ça, puis même dans le futur, je pense à des parcelles qui n'en ont pas, peut-être même me faire des rangées d'arbres qui vont pousser éventuellement pour servir d'abri, servir d'ombrage aux animaux. Là, c'est bien apprécié. Là. En tout cas, tu as vraiment un pâturage qui est bien adapté pour les chaleurs. Tu as bien parlé de l'ombre. L'ombre, c'est vraiment la clé au pâturage. Tous ceux qui sont en stabulation libre ou en stabulation entravée sans pâturage, on a la chance d'avoir un toit. Donc, on va aller vraiment bloquer les radiations du solaire. Pour le pâturage, notre option, c'est vraiment l'ombre. Donc, on peut soit avoir de l'ombre qui est naturelle, comme dans ton cas, ou on voit aussi de l'ombre artificielle grâce à des ombrières. Donc, déjà là, d'aller couper cette radiation solaire-là nous permet vraiment de maximiser la chance des animaux à bien se sortir d'un épisode de stress thermique. Tu as aussi beaucoup parlé de l'abreuvement. Toi, de ton côté, tu disais que tu étais en mesure de déplacer tes abreuvoirs. Oui. Puis aussi, tu pouvais t'assurer que tous les animaux, que ce n'était pas tout le temps les mêmes qui buvaient également. Exactement. Puis il y a aussi là, la source d'eau. Là. Moi, j'ai comme 2 puits. Là. J'en ai toujours un en backup parce que on sait qu'en période de sécheresse, la nappe phréatique est plus basse. Mm-hmm. Puis moi, c'est une attention que j'ai portée. Là. J'ai tout le temps un puits qui va compléter l'autre puits avec une flotte là, pour être sûr, là, quand on n'est pas là, qu'il ne manque pas d'eau. Parce que c'est super important. S'il manque d'eau, là, c'est la catastrophe. Là, c'est vraiment important.
Effectivement, c'est vraiment important. Puis, il y a bien sûr la quantité puis la disponibilité de l'eau, puis il y a aussi la distance que les animaux vont parcourir pour la consommer. Souvent, si l'abreuvoir est trop loin de la zone d'ombre, les vaches vont se décourager, ils vont préférer rester couchés dans la zone d'ombre qu'aller boire. On veut vraiment, comme on disait tout à l'heure, stimuler leur consommation. Donc, un peu comme toi tu le fais, Michel, ça va être de placer ton abreuvoir à un endroit qui est stratégique, pas trop loin de ta zone d'ombre également. Puis c'est pas mal ça, je pense. J'ai remarqué un petit truc, là, quand l'abreuvoir n'est pas bien placé, là, les vaches ont tendance à faire des petites trails pour aller boire. Là. Quand ils font des petites trails pour aller boire, c'est parce qu'ils circulent beaucoup. C'est pas, faut leur positionner pour qu'ils soient plus centralisés, quitte à en mettre deux. Puis à ce moment-là, là, c'est vraiment c'est optimal là, pour aller boire. Là. Ça réitère vraiment l'importance de bien regarder nos animaux, finalement, parce que ça te permet de... Déjà là, tu sais que ça, c'est un indicateur qu'il y a un problème, puis tu peux agir en fonction. Oui, très observateur. Je pense que c'est excellent. Véronique, est-ce que tu as d'autres compléments d'information pour ce bloc-là? Parce qu'on va être prêt, sinon on passe à des questions. Je te laisse aller. Bien, je pense qu'il y a un point qu'on a un petit peu moins abordé pour les stratégies d'adaptation. Il y a également la litière qui peut faire partie des stratégies. Dans le fond, ce qu'on veut garder, c'est vraiment une litière qui ne va pas être chaude ni trop humide. Ce qu'on voit plutôt dans les études, la litière la plus performante pour vraiment aller aider la vache à perdre la chaleur, c'est le sable. Puis également, puisque le système immunitaire est un petit peu challengé en période de stress thermique, le sable, qui est un matériel, comme on sait, inorganique, peut aider également à minimiser les mammites ou les cas comme ça, mais de s'assurer que la litière est sèche, pas trop humide. Encore là, ça peut être une stratégie d'adaptation à ce niveau-là. Mais si on récapitule, on regarde notre ventilation, on s'assure qu'il y a un mouvement d'air intéressant dans l'étable. On regarde l'alimentation, on veut aller stimuler la consommation autant des aliments secs que de l'eau. Puis, on veut également, dans le cas du pâturage, aller bloquer les radiations solaires avec des bonnes zones d'ombre. Merci. Donc, je vais passer aux questions. Si vous avez des questions, continuez d'en envoyer. J'en ai déjà, on va les couvrir. Donc, je vais vous lire la question, puis la personne qui se sent à l'aise de répondre, mais je vous la lance, puis je vous laisse aller. Donc, la couleur de la robe d'un animal peut-elle influencer le stress thermique? Oui. Puis je pense que c'est plutôt dans la production de Michel, peut-être que la question venait, mais c'est sûr qu'un animal noir va absorber plus de radiation solaire, donc il va être porté à conserver plus de chaleur. Donc, ça fait un animal qui est un petit peu plus vulnérable au stress thermique. Toutefois, comme dans le cas de Michel, quand on a un pâturage qui est super bien adapté, ça ne devrait pas trop poser problème. Par contre, moi, je crois aussi la robe noire, il absorbe plus de chaleur. Par contre, ils sont moins sujets à avoir des coups de soleil. Les robes blanches, c'est comme nous, les humains, les blancs puis les noirs. Les noirs, ils n'ont pas de coups de soleil. Les blancs ont plus de coups de soleil. Il y a cet aspect-là aussi que j'ai remarqué là, au niveau des pieds et des coups de soleil. Les noirs sont moins susceptibles à avoir des coups de soleil puis à plomber des crayons. Là, il y a un compte, il y a un pour puis il y a un compte. Très peu. Puis je pense que ça met, dans le fond, l'importance, c'est de, peu importe la couleur de la robe, c'est de pouvoir donner aux animaux la possibilité d'aller à l'ombre. Puis c'est pas parce qu'on a des animaux pâles que ça tient plus. Peu importe la couleur de la robe, il faut s'adapter puis il faut avoir des bonnes conditions de pâturage. Parfait. D'autres choses à ajouter? On poursuit. Est-ce qu'on devrait privilégier la stabulation libre ou d'entraver dans le futur la stabulation libre ou entravée dans le futur pour être prêt à pallier aux conditions estivales? C'est une excellente question. Puis c'est bien d'en parler en ce moment parce que si on est en train de penser à des futures étapes également, je crois qu'il faut se poser la question maintenant vers quelle stabulation on est mieux d'aller. Tout dépend encore du système de ventilation. Je pense qu'une ventilation efficace va être efficace que ce soit en stabulation libre qu'en stabulation entravée. Donc moi, je miserais plus vers un système de ventilation qu'un logement finalement, qu'une stabulation. N'hésitez pas si jamais on répond à vos questions, puis que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir une autre précision, n'hésitez pas à m'envoyer la question, on fera le suivi. Donc, une autre question qu'on a, parce qu'on a le temps, donc je vais les passer.
Est-ce que la ventilation transversale est plus performante que la ventilation tunnel et naturelle? Là, il faut que je me mouille, puis j'ai Yannick à côté de moi qui est en ventilation tunnel. C'est très différent. La grande différence entre les deux, c'est que quand on est en ventilation tunnel, l'air va rentrer perpendiculairement à l'animal. Tandis que quand on est en transversal, l'air va rentrer parallèlement aux animaux. Donc, probablement qu'en transversal, l'air va va franchir moins d'obstacles. Donc, peut-être que le débit d'air sera plus constant. Mais je crois également à la stabilisation tunnel qui peut être très bien adaptée. Puis toi, Yannick, je pense que tu es très content de... Transversal, par exemple, il y en a qui disaient que les coûts étaient un petit peu plus onéreux au niveau... parce que tu as beaucoup plus de femmes à gérer. Tandis que tunnel, mettons, comme chez moi, j'ai 2,6 pieds, 2,5 pieds, 4,25 pouces, mais transversal, sur une nouvelle étape de 300 pieds. Mais il y a beaucoup de femmes, puis c'est sûr que, comme vous disiez, c'est plus efficace, mais il faut regarder aussi le coût électricité, puis le coût de réparation de femmes, d'entretien et tout. Là. Je pense qu'il y a des compromis à faire. Là. Oui, puis tu sais, une ventilation tunnel qui va être coupée avec des ventilateurs de récirculation peut très bien faire. Dans la question, il faisait aussi part de la ventilation naturelle. C'est sûr que la ventilation naturelle est plus dépendante des vents dominants. Ça peut très bien être efficace, mais là, on a plus une contrainte environnementale. Il n'y a pas de ventilateur, donc à ce moment-là, c'est plus difficile un peu à prévoir. Okay. Je pense que cet été, les gens qui des ventilations naturelles, il faut qu'ils brassent un peu l'air quand même si l'étape est située, dépendamment il y a un boisé ou comment qu'elle est au niveau des vents dominants. Je pense qu'il faudrait brasser un peu l'air quand même pour... Oui, c'est ça. Mais quand il fait chaud, normalement, il ne vente pas, mais jamais sur le bon bord. Finalement. Exactement. C'est en fonction de la direction des vents dominants, donc on espère que ça soit du bon côté. Merci. Donc, une dernière question avant de poursuivre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une plus longue période au pâturage pour les bovins de boucherie permettrait de réduire les coûts, donc d'améliorer la rentabilité? Moi, Michel, je te laisse te mouiller là-dessus. Je sais que tu as une opinion. C'est une réponse qui s'en venait plus tard dans la présentation. Moi, je crois que oui. Là. Tantôt, on va parler de la période hivernale, là, que je prévois prendre plus de litière, mais on disait que, justement, moi, je pense allonger la saison de pâturage, donc aller chercher des économies de ce côté-là qui vont compenser peut-être pour l'hiver, là, qu'on va avoir peut-être plus de dépenses, là, mais oui, je croirais qu'il va y avoir possibilité d'augmenter la saison de pâturage. Si on se fie aux prédictions d'Uranos, c'est que le climat en 2035 devrait avoir des saisons plus longues. Je pense que pour se fier au mois de novembre de cette année. Là. Cet été, je pense que oui, mais le novembre, là, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être un phénomène météo. Anomalie, mais à tendance à long terme, même on voit au niveau 2035, 800 unités thermiques de plus, 43 jours de croissance. Fait au niveau grande culture, au niveau pâturage, culture pérenne, foin, on devrait avoir des gains là-dessus aussi. Effectivement. Et moi, j'ai pas vu encore d'études vraiment économiques qui regardent tout le cycle, mais toutefois, on peut vraiment s'attendre à une saison au pâturage plus longue. Donc, il y aurait tout à gagner à ce moment-là. Moi aussi, je pense que ça pourrait se compenser également. Merci. Donc, on va pouvoir passer au prochain bloc qui, maintenant, on va parler des conditions hivernales. Donc, tu as commencé à le dire un peu, Yannick. Donc, selon Uranos, on s'attend pour le Québec à des températures plus douces en hiver, donc davantage de périodes de gel et de dégel, donc à des épisodes de redoux hivernaux qui sont plus fréquents. On doit aussi envisager de recevoir plus de précipitations sous forme de pluie durant l'hiver. Donc, c'est ce topo-là, en fait, qui a été fait par Uranos. C'est aussi disponible pour chacune des régions du Québec. Donc, vous pouvez trouver l'information sur le site Internet d'Agri-Climat. Donc, vous pourrez aller voir la fiche des prévisions pour votre région. Alors, conditions hivernales, les défis en production laitière, lorsqu'on pense hiver, justement, on change de saison, les défis qu'on va observer. C'est sûr, chez nous à la ferme, on a une ventilation automatisée, fait qu'au niveau des entrées d'air, les fans, les variations, c'est contrôlé par un contrôleur au niveau ventilation. Mais par contre, on a des petits modules qui rouvrent à travers où est-ce que les panneaux se ferment. Fait que ça, au niveau froid, je pense qu'on garde une température ambiante quand même assez intéressante, mais c'est au niveau isolation des fans. Vous voyez sur la photo, là, j'ai commencé à mettre les panneaux isolants. Là. Mercredi et jeudi passé, on a eu un aperçu d'hiver à moins 23. Puis même, je te dirais, mercredi passé, on disait, d'après moi, ça va être le matin le plus froid. Jeudi, je pense que c'était encore plus humide et plus froid.
Fait que là, il faut intervenir à mettre les panneaux. Vous voyez, regardez, samedi, dimanche, on a eu 4-5 degrés, puis tandis que jeudi matin, on a eu moins 23. Je pense que c'est ça qui s'en vient. Puis au niveau humain, au niveau adaptation, c'est qu'il faut réagir vite. Puis il faut se fier peut-être à automatiser les ventilations, si les gens ne l'ont pas fait. Puis vois-tu, regarde, j'ai même pas fourni à mettre les panneaux, là, à les enlever. Puis un petit peu plus loin à gauche, là, vous regardez, là, j'ai la femme de 6 pieds qui est dans sa ablation libre, que je devais mettre le panneau jeudi, mais que finalement, elle marchait samedi, dimanche, lundi. Fait que voyez-vous, il y avait un besoin qu'elle voulait qu'elle ventile, mais jeudi, elle amenait de l'air froid, puis ça a quasiment gelé l'eau des buvettes pas loin. Là. Fait que je pense que c'est ça, c'est des contrastes très élevés entre les températures que les producteurs, il faut qu'ils s'adaptent à travers ça. Puis, Michel, de ton côté, les défis? Moi, je vais expliquer un peu ma situation, là. Moi, c'est ma régie, de manière ça fonctionne, c'est que j'ai une période de vêlage au mois de novembre, puis les mois de novembre, dans le futur, on s'attend que ça soit plus pluvieux. Donc, moi, j'ai un bâtiment couvert à bétonner pour faire mes vêlages, mettre beaucoup de litière. Puis par la suite, déménager mes animaux en enclos d'hivernage. Un enclos d'hivernage, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu comment que ça fonctionne. C'est justement d'emmener les animaux à l'intérieur de ce site-là quand le sol est gelé. Puis ça, il y a des abris pour les veaux, comme on voit. Là, c'est un modèle qui est brise-vent d'un côté. Puis si les veaux vont se loger à l'intérieur de ça, on met une bonne couche de paille. Les veaux ils ont accès à leur mère, puis ils ont accès à un bon abri au sec. Il y a des brise-vents. Des brise-vents, ça coupe l'air, fait qu'on met des mangeoires d'un côté, on met de la litière pour les vaches de l'autre côté. Puis on peut, au besoin, changer les mangeoires de place pour que ça fasse une couverture là, égale. Là, ça reste gelé normalement, ça reste sec, ça reste propre tout l'hiver. Là. Puis, je sais pas si on voit là, à droite de la photo, là, il y a on appelle ça une aire de portance améliorée. Ça, c'est une base avec un fond en roche puis une finition en tuf. Ça, c'est une base solide que les animaux ne caleront pas là-dedans puis qu'on peut nettoyer facilement. Ça, c'est prévu pour le printemps en période de dégel. Là, quand ça se met à dégeler, on sort les animaux de l'air qui ont passé l'hiver puis on les installe là-dessus. Mais avec les période de dégel, peut-être que je m'attends à me servir de cet espace-là, justement, pour installer mes animaux temporairement l'hiver en période de redoux. Puis, si on va plus loin, on avait une autre photo là, qu'on voyait la bande végétative filtrante, là, toujours du côté droit un peu. Là. Ça, la manière que ça fonctionne, l'enclos d'hivernage au printemps, quand ça se met à dégeler, puis justement, là, toute l'eau qui s'écoule de ça, l'eau contaminée. On ne veut pas que cette eau-là, elle atteigne les cours d'eau puis les fossés. Donc, on a aménagé une bande végétative filtrante. Ça, ça correspond à 2/3 de la surface que les animaux passent l'hiver. Les animaux ne vont pas là-dedans l'hiver. C'est juste, on laisse ça en de l'herbe longue à l'automne, justement quand le jus s'écoule là-dedans, puis que ça soit complètement absorbé, puis qu'il n'y ait pas d'écoulement préférentiel. C'est le fonctionnement là, pour être vraiment conforme à l'environnement avec ce type de site-là pour l'hiver. Puisque ça fait plusieurs étés que tu le testes, non, moi, années, ça va être ma première année. Moi, c'est un peu une innovation en 2018. C'était mon projet. Moi, j'aime mieux. Ça a été déjà testé par d'autres producteurs. Ça fonctionne bien. Moi, c'est sûr que les animaux dehors, l'hiver, il y en a qui vont dire c'est spécial, sauf que les animaux avec un abri pour le vent, ils sont quand même mieux que dans une étable aussi quand en période de dégel à l'intérieur, c'est pas évident non plus gérer la litière puis gérer l'humidité. Un bâtiment qui est humide puis que les animaux sont dedans, c'est encore plus dévastateur qu'un animal qui est dehors puis qui peut quand même fournir une litière sèche. C'est sûr, comme on disait tantôt, moi je m'attends à avoir besoin de fournir plus de litière en période de dégel, là. Sauf qu'on disait qu'on allait peut-être récupérer une période au pâturage, donc il va y avoir une économie qui va être compensée par ce surplus de litière-là qu'on va avoir besoin d'hiver pour que les animaux soient confortables
puis qu'ils ne soient pas dans la boîte, là, comme on dit. Là. Puis là, on voit aussi un abreuvoir chauffant. Là. En hiver, ben, c'est aussi le défi de fournir une eau de qualité, puis suffisamment en site d'hivernage. Là. Puis moi, c'est l'abreuvoir que je préfère. Là. C'est un abreuvoir chauffant qui se nettoie très facilement, puis que les veaux ont accès aussi à cet abreuvoir-là, parce que les veaux aussi aiment ça boire. Fait qu'il y a tout le temps une eau tempérée là-dedans, puis une eau qu'on est capable d'entretenir, qui est tout le temps propre. Là, c'est un petit à côté, là, mais qui est bien important aussi de gérer efficacement en site d'hivernage. Donc, le nettoyage se fait facilement aussi. Oh oui, ça, c'est... On a juste à la lever, la basculer, puis la rebaisser. Puis c'est le fait aussi que l'eau soit tempérée, puis qu'elle soit accessible aux veaux, là, comparativement à un abreuvoir, exemple, en plastique qui se vide difficilement, puis que des fois avec des ballons, là, que le veau n'est pas capable de peser sur le ballon puis d'aller boire, là, c'est l'abreuvoir que je priorise pour mon site à moi. C'est bien, puis tu es content jusqu'à maintenant de oui, bien, tu vois pour tes j'en ai déjà d'autres abreuvoirs comme ça, même dans des bâtiments, puis c'est ce qui fonctionne le mieux. Là. Parfait. Puis, tantôt, pour revenir à Yannick, je pense qu'on avait aussi oublié de mentionner, par rapport à l'hiver, je pense qu'il y a beaucoup de défis pour la santé des animaux, entre autres les veaux. Toi, as-tu certaines stratégies? On avait, pour les plus vieilles vaches, on avait une photo, les plus vieilles vaches, là, en haut de division, on mettait des tucs dans une face. Mais on mettait des petits manteaux pour, au niveau de la pouponnière, là, vraiment pour quand on arrive là, avec des températures qui sont chaudes puis drastiques un peu. Un petit manteau là, qui vient vraiment contrecarrer un peu ces écarts-là. Puis on le voit vraiment bien quand, au niveau de la consommation du lait, là, les 2-3 repas, là, on évite un peu les diarrhées. Puis le veau est beaucoup. Dès la naissance, quelques jours après, on met le petit manteau, puis ça va bien. Puis ça, c'est ma vieille vache là, qu'on a mis une tuque là, pour l'exercice de cette vidéoconférence. Puis concrètement, pour en revenir à tes manteaux, tu dis que tu vas le mettre. J'imagine que tu attends que ton veau soit sec. Oui. Puis tu vas la garder combien de temps? Est-ce que tu la réajustes au fil du temps? On réajuste, mais je te dirais, normalement, il peut rester jusqu'au sevrage, à l'entour de 6-8 semaines, dépendamment. C'est sûr que l'hiver, mettons, on arrive au printemps, mais on va l'enlever un petit peu plus. C'est souvent de mettre sa main en dessous pour voir si le poil est trempe un peu. Puis tu vois le veau s'il est bien aussi avec. Là. Puis il se réajuste avec la grandeur qu'il a. Fait que là, c'est un petit manteau Alta, là, mais il y en a de toutes sortes. Là. Je pense que l'importance aussi, c'est que le manteau ne soit pas trop serré. Hein. Le réchauffement va se faire entre la couverture puis la peau. Il faut vraiment qu'il y ait un espace. Toi, si tu peux aller rentrer ta main, c'est justement ce qu'on va aller conseiller. Puis de refaire cet ajustement-là une fois par semaine pour être une bonne idée. Puis surtout, des fois, on l'oublie, mais de bien nettoyer les manteaux entre les usages pour la biosécurité. On avait eu un petit veau prématuré de 37 jours et moins. Puis on n'avait pas ces petits manteaux-là, puis sûrement qu'il n'aurait pas fait, mais on avait pris un chandail. Puis les enfants trouvaient ça drôle. Ils étaient comme habillés, mais puis on le faisait boire 3-4 fois par jour parce que là, il n'y avait pas l'habitude, mais on l'a sauvé, cette génisse-là. Puis par ce petit manteau-là, on a réalisé que finalement, peut-être que, même pas prématuré, peut-être qu'un veau normal aurait besoin d'avoir cette chaleur-là, mais c'était drôle avec les manches, là, puis tout en retroussé, puis retirer ça en arrière. Là. Mais c'est là qu'on s'est aperçu que peut-être un veau a besoin d'avoir une chaleur. Souvent, on a une place qu'on peut mettre une lampe chauffante pour les premiers jours, si toutefois le veau... mais par après, on part avec le manteau, là, puis ça va bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, puis je pense que c'est d'autant vrai dans ton étape, c'est que dans le fond, les enclos de veau, ça devient des microclimats. Hein. Ouais. Toi, tu nous as bien mentionné, tu as une ventilation de tunnel, puis tu as une zone morte au niveau de la pouponnière. Comment tu fais justement pour quand même qu'il y ait un renouvellement d'air dans ta pouponnière? Il y a des ventilateurs de plafond, mais qu'on a un corridor comme... vraiment pour aller chercher l'air au bas des veaux, des logettes. Fait que si on va chercher vraiment l'ammoniaque qui se dégage du veau en tant que tel, puis vraiment de la ripe, puis de la composition de la litière. Fait que c'est vraiment pour amener une bonne air quand même assez... C'est vraiment pour enlever cet air vicié-là le plus rapidement possible. Fait que vraiment à la base des veaux, là, on a une pouponnière de 11-12 veaux, fait que c'est vraiment... On a 2 ventilateurs qui sont bien placés là, dans cette zone-là. Là. Puis on peut... tempérer cette zone-là aussi. Là. On la met un petit peu plus chaude, vu qu'elle n'est pas dans les courants d'air. Mais c'est sûr que, est-ce qu'on serait mieux de la fermer complètement? Il y a des gens que oui, des gens que non, mais à date, ça va quand même bien là-dessus. Les veaux, c'est un grand défi hein, parce qu'on veut limiter les courants d'air, parce que les veaux sont plus sensibles à ça, mais on veut quand même entraîner, on veut quand même leur fournir de l'air frais.
Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est une mode qui recommence, c'est les systèmes à ventilation à pression positive qui sont des espèces de grands tubes avec des trous. Donc, il y a vraiment un ventilateur qui va aller chercher l'air à l'extérieur, puis qui va l'amener dans le tube. L'air va sortir des trous, puis ça va se retrouver au niveau du visage du veau. On va vraiment y donner de l'air frais, mais sans courant d'air. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis c'est un système qui s'est beaucoup amélioré au fil des années parce qu'avant, on prenait de l'air de l'étable qu'on envoyait dans le tube. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller chercher de l'air frais à l'extérieur pour le fournir au veau. Puis on peut voir qu'il y a vraiment une diminution de l'incidence des maladies respiratoires lorsque ces systèmes de ventilation-là sont utilisés. Ou toi, Yannick, comme tu le fais, quand tu es capable de donner de la bonne air au veau, ça vaut vraiment la peine. Puis l'utilisation des manteaux, c'est vraiment une bonne idée. Pour la tuque, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue, mais on s'en reparlera après le webinaire. C'est pas tout le monde qui l'apporte. C'est bon. C'est pas scientifique. Oui, c'est pas prouvé, hein? Puis, de ton côté, Michel, toi, je pense que tes installations, c'est vraiment... Tu as bien pensé à l'avenir avec aussi des bonnes pratiques agro-environnementales, ce qui sont toujours des bonnes stratégies d'adaptation. Il y a un standard aussi qui existe. Même à la Fédération, il y a un modèle, puis il y a un cours qui se donne aussi justement pour l'aménagement, ils appellent ça un aménagement d'un site alternatif. Là. Il y a vraiment un standard, puis une façon de faire là, pour justement que ça soit conforme à l'environnement, puis que les animaux soient bien de ce côté-là. Là. C'est pas moi nécessairement qui a inventé ça. Là. J'ai seulement adapté l'installation, le type d'installation à ma topographie de terrain là, pour que ça soit conforme. Est-ce que ça a été difficile à adapter, tu trouves? Non, moi chez nous, c'est comme on dit là, en pâturage, là, j'ai la chance d'avoir beaucoup de parcelles boisées, puis on voit sur la photo, là, moi je suis entouré de bois, fait que déjà là en partant, ça me fait beaucoup d'abri pour le vent, là, je suis pas en grand vent, fait qu'en combinant en plus des brises-vents là, artificiels en planche, là, ça fait un site, les animaux, je pense qu'ils sont très bien. Là. Pour ceux-là qui l'ont visité, le site, là, ils trouvent que c'est une bonne façon. Là. J'ai un bon site, j'ai la chance d'avoir une bonne topographie de terrain pour l'installer. Là. Donc, toi, dans ton cas, dans ta production, le défi, ça va être selon les redoux de quand même garder une surface qui va être bien importante puis une surface sèche. Exactement, c'est de fournir animaux. De la litière. Là. Puis, c'est comme on dit, de la litière... des fois, ça semble une dépense, sauf que quand on y va sur le confort et sa performance des animaux, c'est vraiment pas une dépense. Puis en plus, sur le printemps, ça fait de l'engrais pour étendre sur nos terres. Ça fait que ça nous revient. Là. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas ménager là-dessus. Là. À un moment donné, il y a un vétérinaire qui nous avait donné une conférence, puis il parlait de la diarrhée des veaux, mais ça n'a pas vraiment rapport dans notre cas, mais ça l'a d'un côté parce qu'il disait le meilleur remède qu'il y a pour les animaux comme de boucherie, il dit j'en vends pas de ce remède-là, mais il dit achetez-vous de la paille. Fait que vraiment là, la litière, là, eux autres, c'est bien important, puis de ne pas ménager là-dessus. Oui, c'est bien vrai. Sinon, est-ce qu'on passe à des questions? Oui, si vous êtes prêts, on a encore quelques questions qui sont entrées. Est-ce que vous aviez complété l'ensemble des informations pour ce bloc-là? Oui. Donc, question, même chose, je vous l'adresse, puis vous voyez qui peut répondre. Alors, est-ce que le producteur laitier observe plus de pneumonie lors des écarts importants de température pendant l'hiver? Est-ce qu'il y a plus de pneumonie? C'est pour toi, Yann. Dans mon cas, c'est sûr qu'on vaccine Bovichil, puis tout le troupeau en alternatif. Fait que c'est sûr qu'on est de côté préventif tout le temps. Fait que on n'attend pas que les pneumonies se présentent. C'est sûr que dans ces cas-là, diarrhée ou pneumonie, dans des écarts de température, là, c'est sûr que c'est susceptible. Mais dans notre cas, dans notre prévention au niveau du troupeau, je pense qu'on a tout le temps pris en mesure pour justement éviter ça. Parce qu'une vache, puis ça se propage et tout. Mais de là d'avoir une ventilation qui je dirais, qui réagit rapidement, mais qui a une température ambiante toujours adéquate. Parce que là, on passe de plus 6 à moins 23. Fait que je pense qu'il ne faut pas que les animaux s'en aperçoivent dans l'étable. C'est surtout ça. Mais dans mon cas, à moi, c'est sûr que à niveau de la prévention, faut mettre ça de l'écart là, en tant que tel là, pour éviter ça. Là. Effectivement, on veut vraiment limiter les changements brusques de température. Puis toi, de ton côté, tu es vraiment bien adapté pour limiter ça. Ouais.
Donc, mais probablement que si c'était très variable dans ton Il pourrait y avoir élevage. des épisodes, oui, exactement. Effectivement. D'accord. Est-ce que les producteurs ont manqué de foin cet été? Si oui, qu'est-ce qu'ils feront à l'avenir? Oui. À l'avenir, il va pleuvoir. Ouais. C'est la première fois en 23 ans qu'il m'en manque. Fait que Ok. je te dirais, on avait des autres, c'est des foins de graminées, des foins de mie, de fléole, c'est une graminée qui est remontante, qui demande beaucoup d'eau et d'énergie. C'est une graminée qui a la meilleure appétence. On a fait une première coupe quand même bielle. La deuxième, on aurait pu la tondre. La troisième, on aurait pu la tondre. On a attendu qu'elle repousse, mais elle n'a jamais poussé. J'ai acheté une vanne de foin là, avec un chèque de 8 000 la semaine passée. Mais c'est vraiment très... Moi, dans mon cas, d'habitude, j'en vends. Puis là, cet été, mais dans le centre du Québec, je te dirais, puis on en parlait avec Sarah, là, puis Lac-Saint-Pierre, nous autres, il y a tout le temps une incidence qui accentue un phénomène. Fait que nous autres, quand il pleut beaucoup, mais on dirait qu'on chiale encore plus que les autres. Il pleut encore beaucoup que les autres. Puis quand il fait chaud cette année, puis que normalement, le Lac-Saint-Pierre va monter des orages, mais cette année, elle passait Drummond, Bécancour, nous autres, jamais rien. Fait que des fois, il y a peut-être un orage qui a passé dans un village isolé un peu, puis ça a toute une incidence sur la coupe de foin. Mais tu regardes dans la grande culture, maïs et soya, je pense que c'est quasiment des années records. Fait que t'es dur à suivre, Yannick, là. Maïs, soya, des années records, pas de foin, t'achètes du foin. Mais c'est le cas. C'est vraiment le cas. Mais tu regardes la graminée, peu de racines, système racinaire déficient un peu. Puis finalement, vraiment à la merci de la météo. Puis je pense que dans mon cas, c'est sûr que. Mais les foins de luzerne, les foins de trèfle, les foins de légumineuses, on n'a pas de misère parce que c'est des plantes qui ont besoin de peu d'eau, mais avec des racines très développées. Mais dans les cas de graminées, mais c'est sûr que j'avais pas la bonne espèce cette année. Mais cette espèce-là, ça me donne un foin de qualité. Fait que j'ai acheté un foin de qualité qui est à 300$ la tonne conne courte, là, comme on dit. Là. Très cher, mais je pense que cette année, c'est un peu le phénomène qu'on observe. Là. Il y a beaucoup de gens qui il y a un manque de foin. Là. Puis avec les données qu'on présente justement au niveau d'Urana, ça ne te tente pas de changer de graminée? Est-ce que tu Mais là, il y a une nouvelle l'entrevois, graminée, ou... le mie, il y a un nouveau mie qui va rester, ouais, mais qui va, au lieu d'être remontant, il va être comme une graminée ordinaire. Parce que le mie, quand il est remontant, c'est qu'il ne part pas où il est coupé, il repart vraiment de la base. Fait que ça manque d'énergie et de l'eau. Puis la fléole, c'est sûr qu'on est allé avec des bromes, des fétuques, différentes familles, mais on revient toujours au mie qui est très, très appétant. Puis les vaches taries, mais souvent, quand tu as une vache en transition, il faut qu'elle mange du foin sec, mais un foin de fétuque en allemand, fétuque élevé qu'on avait auparavant, que finalement on fermait les lumières de l'étable pour qu'il mange le foin, c'était pas vraiment idéal. Mais un foin de mie, comme ça, vraiment appétant, on avait des contraintes, des inconvénients, mais là, peut-être, avec ce nouveau mie-là, on va avoir peut-être des... Mais je pense que les semenciers vont peut-être adapter aussi les semences en tant que telles, là, fait que, au niveau de notre climat aussi. Là. Nous, au niveau de l'université, on fait beaucoup de recherches actuellement. On teste d'ailleurs beaucoup de graminées pour remplacer la fléole, puisqu'elle performe moins bien en période de sécheresse. Le regain de croissance est moins bon. On a eu d'excellents résultats avec la fétuque élevée. La fétuque élevée a une mauvaise réputation, exactement, puisque la feuille est plus rigide. Hein. Il paraît que la vache n'aime moins, mais il y a de plus en plus de cultivars avec une feuille plus souple, donc il peut être agréable. Puis le brome également performe très bien. Moins rude, hein, parce que la vache va moins la consommer à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant aussi comme stratégie d'adaptation de peut-être changer de graminée. Il y a aussi des essais qui sont faits pour une luzerne plus digestible, qui pourrait être aussi incluse dans les rations, mais c'est des bonnes observations, puis c'est très théorique. En ce que tu as vu, c'est rare que ce qu'on voit au terrain correspond vraiment à la théorie, mais au niveau du maïs et du soya, je pense qu'il va y avoir des bonnes opportunités dans le futur. Puis moi aussi, chez nous, c'est sûr, j'ai manqué de foin aussi dans le bas du fleuve. Là. Moi, j'étais à la limite, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, puis nous autres, ça a été vraiment tough, là, la sécheresse. Là. Fait que mes stratégies que j'ai employées pour contrer ça, ben moi, j'ai sevré mes veaux plus tôt. Au lieu de monter les veaux à 750 livres sous le mer, ben j'ai fait du préconditionnement qu'on appelle. Là. Je sevrais les veaux plus tôt, puis les monter à leur poids en étant sevrés avec un peu de céréales puis un peu de bon foin. Là. Puis à ce moment-là, tarir les vaches, c'est prouvé que ça consomme moins d'aliments de cette manière-là. Là. Puis en même temps, ben, je me suis servi de cette stratégie-là. J'ai justement moins d'animaux au pâturage.
diminué ma charge animale au pâturage, donc j'ai été capable de continuer jusqu'à l'automne avec mes pâturages, puis j'ai gardé mes veaux en bâtiment, là, en préconditionnement, c'est sauvé de ce côté-là. Moi, j'ai acheté du foin, beaucoup de foin. On a eu la chance d'avoir l'assurance récolte. Il ne faut pas s'assire là-dessus puis pas trouver de solution, sauf que cette année, ça a prouvé que c'est important d'avoir une couverture d'assurance parce que sinon, ça aurait été une année difficile financièrement, là. Puis on parlait des espèces. Moi, je pense dans les espèces, dans mes prairies, continuer d'être varié quand même, là, parce que c'est sûr que la graminée, cette année, n'a pas performé. La luzerne a plus performé, sauf que au niveau, dans le futur, avec des écarts de température, de la pluie, l'hiver, la luzerne, c'est à faire attention aussi. C'est pas parfait. Fait que dans la vie, il n'y a rien de parfait. Il s'agit juste de trouver continuer à semer, mélanger, puis avoir pas s'enligner juste sur une affaire parce qu'on peut payer pour d'un autre côté. C'est continuer d'être mélangé dans ce qu'on veut diversifier exactement. Puis est-ce que tu t'es tourné aussi vers des sous-produits ou pas nécessairement? Ben, des sous-produits, nous autres, moi, je suis pas très près des grands centres, donc des sous-produits, j'ai pas accès à ça facilement. C'était plus simple d'acheter du foin. Puis, sauf que des céréales, il y a une manière de le compter aussi. Là, moi, je pense peut-être, là, j'ai réussi à quand même trouver du foin cette année. C'est sûr qu'il était cher, mais au point de vue simplicité d'approvisionnement, puis simplicité pour le donner aux animaux aussi, c'est ce qui me convenait le plus. Mais je ne serais pas fermé non plus à donner une partie de céréales même aux vaches que je donne pas habituellement, que je donne juste à mes veaux en dérobé. Puis pour sauver du foin, sauf que là, à ce moment-là, c'est d'adapter des mangeoires pour ça. Puis quand on en donne comme genre une chose à faire, ben, ça prend vraiment des longues mangeoires pour pas justement qu'il y ait d'effet de vaches dominantes qui en mangent beaucoup, puis les moins dominantes n'aillent pas. Ça fait qu'il faut vraiment être bien organisé si on soigne avec des céréales pour avoir à très longues mangeoires là, pour que tout le monde soit capable de manger en même temps, là. Fait que ça fait des dépenses de plus. Là. Moi, j'ai évalué que pour cette année, c'était mieux d'être capable de trouver du fourrage là, puis de continuer à soigner avec le même type de comme je faisais habituellement, là. Ça me fait penser, en fait, parce qu'on parle de ça, demain, il va justement y avoir un webinaire qui va s'attarder à l'alimentation des veaux d'embauche après un épisode de sécheresse. Donc, les petites stratégies que tu dis là, je le sais qu'on va aussi en parler demain. Donc, à la maison, je vous invite demain à vous connecter si le sujet vous intéresse. Des producteurs qui vont être là aussi pour en parler. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à cette question-là? D'accord. Alors, j'en ai d'autres. Michel Alexandre, est-ce que tu as eu un accès, un soutien financier pour faire l'air à portance améliorée et l'enclos d'hivernage? Bonne question. Oui, effectivement, j'ai eu accès à la subvention pour le bien-être animal. On a monté un dossier avec mon conseiller en production bovine, puis on a réussi à avoir cette subvention-là qui payait 40% des coûts admissibles. OK. Oui. Parfait. Une autre question. Est-ce que la vache Holstein est une race à privilégier en climat futur? Devrait-on faire davantage de croisements en production laitière? Qui ose? C'est sûr que d'une manière théorique, il y a certaines races, donc les plus petites races, qui vont être en mesure de mieux dissiper la chaleur que la Holstein. Puis la Holstein produit énormément de lait, donc elle produit également beaucoup de chaleur, mais je pense que nos conditions ne sont pas encore assez extrêmes pour qu'on se rende là. De mon point de vue à moi, il y a énormément d'adaptations qu'on peut faire à même nos étapes. Puis on le voit aujourd'hui avec nos deux producteurs, on a beaucoup d'opportunités pour aller pallier aux diminutions de performance qu'on voit pendant l'été. Puis je crois qu'on a encore une bonne marge de manœuvre dans le temps également pour bien s'adapter au niveau des bâtiments, puis au niveau également de l'alimentation. Merci.
Donc, ça fait le tour des questions que j'ai reçues. Alors, Véronique, je t'invite peut-être à faire une conclusion de la présentation d'aujourd'hui. Bien, parfait. Je pense qu'aujourd'hui, puis je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on doit retenir, c'est que le climat évolue, oui. On a un réchauffement qu'on est en train d'observer sur les différentes régions. Puis d'ailleurs, vous l'observez au niveau de vos productions actuellement. Toutefois, il faut se rappeler que c'est un changement qui se fait de manière graduelle, puis qui va toujours rester des saisons avec des anomalies, comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui. Toi, Yannick, je crois que tu battais ton maïs, puis quelqu'un faisait du ski de fond à côté de toi. Donc, on reste encore dans une variabilité puis dans des anomalies. Aujourd'hui, on s'est beaucoup attardé aux signes indicateurs de stress thermique et aux impacts que ça peut avoir. Puis je pense vraiment que connaître ces signes-là, puis de connaître les impacts, c'est une façon vraiment de penser à des stratégies d'adaptation qui vont être pertinentes pour vos entreprises dans le présent, mais également dans le futur, parce que plusieurs personnes ont des projets, puis il faut penser aux fermes du futur pour les rendre les plus durables possibles. Puis je pense qu'aussi, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'exemples du fait que les pratiques agro-environnementales, par exemple ta bande végétative, restent toujours des bonnes sources de stratégies d'adaptation pour les producteurs. Merci. Donc, c'est ce qui conclut le webinaire. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez ajouter, dire aux gens à la maison? Ben, moi, j'avais juste une petite anecdote que j'ai entendue, là, puis je trouve que c'est adapté à la journée d'aujourd'hui. J'avais entendu que sur la Terre, les espèces qui ont survécu avec le temps, c'est pas nécessairement les plus fortes ni les plus intelligentes, mais c'est ceux qui ont su s'adapter. Mm-hmm. Absolument. Ça résume bien notre webinaire d'aujourd'hui, je pense. Donc, Yannick Beauchemin, Michel Alexandre, Véronique Ouellette, merci d'avoir été ici avec nous à la maison. Merci de votre participation, merci de vos questions, merci d'avoir été connectés. Le webinaire va être disponible en rediffusion en quelque part cet après-midi, donc vous pourrez le réécouter au besoin ou du moins le partager à des gens qui pourraient être intéressés de le regarder. Vous pouvez aussi participer au projet d'Agri-Climat, on en a parlé un peu plus tôt ce matin, enfin un peu plus tôt en introduction. En fait, vous pouvez participer au projet en participant aux différents ateliers qui sont organisés dans vos régions. Alors, pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site agriclimat.ca. Donc, vous pourrez voir les activités qui vont se tenir chez vous. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous connecter demain à partir de 10h30 pour assister au webinaire sur l'alimentation des bovins de boucherie en conditions de sécheresse. Donc, c'est un webinaire gratuit, effectivement. On va toujours, comme aujourd'hui, recevoir des producteurs qui vont venir nous discuter avec nous. Alors, soyez-y. Puis, finalement, je termine tout simplement en vous disant que vous allez recevoir un courriel pour un sondage d'appréciation du webinaire. Donc, on veut avoir vos commentaires si vous avez apprécié, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on précise pour les prochaines fois. Alors, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite une belle fin de journée.